Madame la chancelière, chère Angela, Monsieur le président Chirac, cher Jacques et chère Bernadette, s'il me le permet, Monsieur le Premier ministre, cher François, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, et si vous le permettez, mes chers amis, c'est un honneur d'inaugurer aujourd'hui, à vos côtés, Madame la chancelière, ce mémorial Charles de Gaulle qui perpétuera pour les générations futures la mémoire de celui qui compte tant en France, parce qu'il fut, aux heures les plus sombres de notre histoire, l'incarnation de la résistance française. Mais ce matin, il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il s'agit aussi et avant tout de comprendre en quoi le gaullisme reste vivant et pourquoi il doit continuer à l'être. Au fond, le gaullisme, c'est une histoire qui a commencé avec le général de Gaulle, qui s'est achevée avec lui, mais c'est une histoire qui a pour nous, Français, une signification profonde, parce que ce dont cette histoire nous parle, cela nous concerne tous. Il fallait que ce mémorial fût ici, Monsieur le Président Sido, dans ce village de Colombey-les-Deux-Églises, où le général de Gaulle avait choisi de vivre, loin des fracas du monde, parmi ces Français qu'il aimait tant. Je me souviens du jour où il mourut, j'avais 14 ans, beaucoup de Français, même parmi ceux qui l'avaient combattu, se sentirent ce jour-là orphelins. Et c'est avec ce souvenir à jamais gravé dans ma mémoire que je veux rendre hommage aujourd'hui, au nom de tous les Français qui lui doivent tant, à l'homme du 18 juin et au fondateur de la Ve République. Qu'il me soit permis de commencer cet hommage par l'évocation de l'un des événements les plus importants, Madame la chancelière, pour nos deux peuples et pour l'Europe tout entière, bien au-delà de la seule Allemagne et de la seule France. Il y a 50 ans, à quelques semaines près, le général de Gaulle accueillait donc ici, à Colombey, le chancelier Konrad Adenauer. Il avait tenu à le recevoir chez lui, comme l'a dit Pierre Mazot, pour bien marquer que la relation qu'il entendait nouer entre la France et l'Allemagne n'était pas de l'ordre de la diplomatie, mais de l'ordre de l'amitié. L'amitié la plus sincère, l'amitié la plus profonde, l'amitié la plus humaine, après tant d'inhumanité entre nos deux peuples. Et ce jour-là, il y a un peu plus de 50 ans, à travers le geste inouï de ces deux hommes d'État, deux peuples qui s'étaient combattus jusqu'à l'extrême limite, qui s'étaient haïs, deux peuples, sans rien oublier des drames du passé, ont décidé de regarder ensemble vers l'avenir, ont décidé de se faire confiance, ont décidé de se respecter. Ces deux hommes, aux carrières, aux caractères si dissemblables, avaient en commun l'amour de leur pays, le sens de la grandeur morale et la conscience d'avoir, dans les circonstances où ils se trouvaient placés, une responsabilité historique. Aucun ne transigea sur l'intérêt de son pays. Aucun ne céda jamais rien lorsque l'essentiel lui parut en cause. Mais chacun d'eux reconnut en l'autre le partenaire qui pourrait lui permettre d'accomplir le grand dessein qu'il s'était fixé, réconcilier le peuple allemand et le peuple français, sceller entre eux une amitié durable. Je peux porter un témoignage personnel. Dans nos familles, à cette époque-là, la haine était encore présente. Et quand ce n'était pas la haine, c'était la peur. Et il en a fallu de la force de caractère à ces deux hommes pour voir plus loin que ce que ressentaient nos deux peuples au moment où ils le firent. Parce que De Gaulle et Adenauer savaient parfaitement que la mésentente entre la France et l'Allemagne avait provoqué le drame d'une Europe au bord du gouffre. Et ces deux hommes ne voulaient pas qu'une nouvelle fois
deux des plus grands peuples d'Europe se dressent l'un vers l'autre. Parce que lorsque l'Allemagne et la France se dressent l'une contre l'autre, alors c'est toute l'Europe et le monde qui sont alors aux portes de l'anéantissement. Et De Gaulle et Adenauer pensaient qu'il y avait eu assez de larmes, qu'il y avait eu assez de sang, et qu'il fallait en finir de la vengeance et de la haine. Ils voulaient que le peuple français et le peuple allemand apprennent à s'aimer et à se comprendre. Eh bien, l'histoire retiendra qu'en 1958, la construction de l'Europe a pris un cours nouveau dans ce cadre d'une austère grandeur qui avait tant plu au général de Gaulle quand il avait regardé pour la première fois les forêts sans âge de ce département que vous présidez avec tant de qualité. Et c'est donc ici, le 14 septembre 1958, au chancelier de cette Allemagne, dont il avait été l'adversaire le plus résolu et le plus intransigeant, que le général de Gaulle offrit au nom du peuple français une amitié. Et Angela, aucune crise, aucune incompréhension, aucune divergence d'intérêt n'a jusqu'à présent réussi à détruire cette amitié. J'ai été de nombreuses fois au Conseil des ministres présidé par Jacques Chirac, et pas une fois, lorsque Jacques Chirac évoquait l'Europe, il n'a omis de dire combien était fondateur l'amitié entre la France et l'Allemagne. La réconciliation franco-allemande, ce n'était pas facile. Ce n'était pas évident en 1958, tellement était encore vif le souvenir des souffrances et des malheurs. De Gaulle et Adenauer ont compris la nécessité politique, la nécessité morale de la réconciliation. Et au lendemain de ce rendez-vous, le général de Gaulle écrivit à Konrad Adenauer: « L'impression que je conserve de notre rencontre me laisse bien augurer de l'avenir des relations entre nos deux pays, dont la coopération est essentielle pour eux-mêmes, pour l'Europe et pour la paix du monde. » Il voyait grand, il voyait juste, il voyait loin. Le général de Gaulle avait vaincu les préjugés. Il voulait bâtir la politique sur des réalités, non sur des chimères, des nostalgies ou des rancœurs. Il agissait en fonction de l'avenir et non pas du passé, parce que tout dans le passé nous conduisait à recommencer. Il opposait la volonté politique à la fatalité, comme en juin 40, comme en 1944, comme en 1958. Et au fond, ce fut cela le gaullisme, non pas une religion, non pas une doctrine, une façon d'être, un état d'esprit, oserais-je dire, un style. Il n'y a pas de catéchisme du gaullisme, et nul ne sait ce que De Gaulle dirait ou ferait aujourd'hui. Mais il y a une exemplarité du gaullisme. Il y a une leçon du gaullisme qui s'adresse à nous tous. Cette leçon est une leçon intellectuelle, celle de la raison plus forte que le sentiment, celle du pragmatisme plus fort que l'idéologie. Cette leçon est une leçon morale, celle de la responsabilité et du courage. Cette leçon est une leçon politique, celle du sens de l'État, celle de la volonté politique opposée au renoncement, celle de l'action qui change le cours de l'histoire. Un moment, Angela, où tant d'observateurs s'interrogent, mais que peuvent donc faire les chefs d'État et de gouvernement? Adenauer et De Gaulle n'avaient pas les mêmes observateurs, mais ils avaient les mêmes circonstances exceptionnelles. Ils ne se sont pas interrogés sur leur rôle, ils ont accompli leurs responsabilités. Eh bien, la leçon du gaullisme, c'est une leçon de caractère, celle du sang-froid face à la crise, celle de la lucidité dans la débâcle, et celle de l'espérance quand tout semble perdu. Cette leçon, c'est une leçon de patriotisme. De Gaulle plaçait la France au-dessus de tout. Mais pour lui, le patriotisme, c'était l'amour de la patrie. C'était pas le nationalisme. Car le nationalisme, c'est la haine des autres. Aimer son pays, ce n'est en aucun cas détester les autres. Cette leçon, c'était une leçon de démocratie. De Gaulle sauva 3 fois la République et la démocratie, mais il n'a jamais voulu refaire la France sans les Français, ni a fortiori contre eux. À chaque fois que le pouvoir lui échut, dans des circonstances qui furent souvent d'une exceptionnelle gravité, il n'accepta de l'exercer
qu'avec la confiance du peuple. Et le général de Gaulle ne fut jamais aussi grand que lorsque, par 2 fois, le peuple ayant refusé d'approuver son action, il renonça de lui-même au pouvoir. Lui qui avait vécu tous les drames causés par la déliquescence de la Troisième et de la Quatrième République, il fit la Cinquième pour que la France fût enfin gouvernée. Il voulut que dans la tempête, au moment où tous les regards se tournent vers l'État, il y eut au sommet de l'État un chef responsable, capable d'entraîner la nation tout entière. Et pour que ce chef pût parler au nom de tous les Français, il voulut qu'il fût élu par tous. Cet homme qui dominait les tempêtes fut aussi grand dans la paix que dans la guerre. Et il fut grand parce qu'il n'a jamais cessé de regarder vers l'avenir. De Gaulle-Anguilla eut contre lui tous les conservateurs. De Gaulle eut contre lui tous les immobiles. De Gaulle fut un réformateur. De Gaulle voulait adapter le pays aux réalités du monde. De Gaulle voulait que la France se mît en situation de faire l'histoire et non pas de la subir. Et c'est pas si simple quand on a eu l'éducation du général de Gaulle. Quand on est né dans le milieu où il est né, à l'époque où il est né, tout aurait dû le pousser au conservatisme. Il fut le contraire du conservatisme. De Gaulle eut contre lui tous ceux qui avaient des rentes, tous ceux qui avaient des privilèges à protéger. De Gaulle eut contre lui une partie significative de la droite, la quasi-totalité de la gauche, dans les partis comme dans les syndicats, dans la presse, dans les milieux intellectuels. Il fut même accusé de fascisme. Souvenons-vous de ces pancartes honteuses. Le fascisme ne passera pas, mon Dieu. Ceux qui manifestaient à l'époque, s'ils n'avaient que ce risque à assumer, ils n'ont pas été souvent au front alors. Ça devait être un front bien confortable. De Gaulle eut contre lui toutes les féodalités, Anguilla, toutes les puissances qui ne pouvaient pas supporter que l'autorité de l'État fût rétablie. Et en 68, face au désordre, et à tous ceux qui prétendaient sauver la République et la démocratie en l'obligeant à partir, De Gaulle dira simplement « J'ai un mandat du peuple et je le remplirai ». Eh bien, pour moi, le gaullisme, c'est le mot par lequel nous désignons en France, dans notre histoire, la volonté. La volonté. La volonté humaine, fermement opposée au renoncement. Le gaullisme, pour moi, c'est la rupture. C'est l'esprit de rupture. Le général de Gaulle n'a cessé toute sa vie de rompre avec les habitudes, les routines, les conventions, les pesanteurs de toutes sortes. Il a d'ailleurs rompu avec son milieu, avec les partis, avec la façon dont on concevait l'Empire, avec l'ancien franc, avec l'ancienne politique économique, cher Antoine Dupont-Fauville, avec tant et tant de choses, y compris avec notre tradition institutionnelle. Le gaullisme fut à un moment donné de notre histoire le nom, cher Anguilla, pour nous Français, de cette force mystérieuse qui éternellement pousse dans l'épreuve tant de Français à se dépasser, au nom d'une seule chose, de l'idée qu'ils se font de leur pays, de l'idée que nous nous faisons de la France, de sa liberté et de sa grandeur. À l'heure où, une fois de plus, dans la tempête, l'État reste seul pour faire face, dans ce moment où se dissipent les illusions qui semblaient condamner la politique à l'impuissance, alors que face à l'épreuve, notre pays ne peut compter, comme toujours, que sur l'énergie, le courage et la cohésion du peuple français, alors que l'Europe, Anguilla, bousculée par une crise sans précédent qui s'abat sur le monde, ne gardera son unité et ne sera capable d'agir que si la France et l'Allemagne travaillent ensemble dans la confiance la plus totale et dans l'amitié la plus exemplaire, alors qu'un monde nouveau, que personne n'en doute, s'apprête sous nos yeux à naître, des bouleversements en cours, et qu'il va falloir repenser beaucoup de nos politiques, eh bien, je l'affirme, la leçon du gaullisme est plus que jamais d'actualité. Nous ne trouvons pas chez le général de Gaulle les réponses toutes faites aux questions que nous posons aujourd'hui, mais en essayant d'être à la hauteur de l'exemple qu'il nous a donné, nous aurons une chance
d'être à la hauteur des événements auxquels l'histoire nous confronte aujourd'hui. Madame la Chancelière, travaillons ensemble à la grandeur de nos deux pays, la belle Allemagne et la jolie France. Travaillons ensemble comme le firent le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Travaillons ensemble et nous ferons le bonheur de nos deux peuples. Et nous assumerons alors le bonheur de toute l'Europe. Qu'il me soit permis de dire du fond du cœur, vive l'Allemagne, vive la France et vive l'amitié entre la France et l'Allemagne.